Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Chaque fois qu'un pays africain achète une arme, c'est contre un Africain. Ce n'est pas contre un Européen. Ce n'est pas contre un Asiatique. C'est contre un Africain. Par conséquent, nous devons également, dans la lancée de la résolution de la question de la dette, trouver une solution au problème de l'armement. Je suis militaire et je porte une arme. Mais Monsieur le Président, je voudrais que nous nous désarmions. Parce que moi, je porte l'unique arme que je possède et d'autres ont camouflé les armes qu'ils ont. En 4 ans seulement à la tête de son pays, il aura marqué les esprits des Africains. Près de 30 ans après sa disparition, il reste l'un des leaders préférés du continent, toutes générations confondues. Pour les jeunes qui, pour beaucoup, ne l'ont pas connu, son nom rime aujourd'hui avec nationalisme, panafricanisme et résistance au néocolonialisme. Suite aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara. Depuis le 25 novembre 1980, un pouvoir dénommé Comité militaire de redressement pour le progrès national, CMRPN, s'est installé en Haute-Volta. Après l'enthousiasme des premiers jours qui a salué la chute du régime antipopulaire de la Troisième République, l'indifférence, la déception, l'hostilité, puis le rejet total ont pris place dans les rangs des masses voltaïques. Le colonel Seyzerbo, ses comités de militaires et son gouvernement n'ont reçu que la juste sanction du peuple pour leur politique aventuriste et de trahison dont les traits principaux sont la gabéchie, la corruption et l'enrichissement illicite et spectaculaire des dignitaires aggravant ainsi le marasme économique, la répression injustifiée des travailleurs, élèves et étudiants par des déportations, des mandats d'arrêt et la suppression des libertés fondamentales aussi bien individuelles que collectives. 7 novembre 1982. Pour la deuxième fois en l'espace de 2 ans et pour la troisième fois depuis son accession à l'indépendance en 1960, la Haute-Volta connaît un nouveau coup d'État. Un militaire en chasse un autre. Le colonel Seyzerbo avait renversé 2 ans plus tôt le général Sangoulé Lamizana. Il est à son tour déposé par un groupe d'officiers. Jean-Marc Palme, ancien ministre des Affaires étrangères. Le CSP a eu ceci des particuliers. Personne parmi les officiers supérieurs n'a voulu revendiquer le coup d'État. Celui que l'on disait être l'instigateur, le chef d'état-major, le colonel Yorian, n'a pas voulu prendre le pouvoir. Il a dit qu'il fallait que l'armée, tous les corps confondus et tous grades confondus, lui donne le quitus pour qu'il puisse prendre le pouvoir. Et c'est là où on a réuni l'ensemble donc des corps avec des représentants. Et c'est là où le déclic va se produire. Au lieu que Yorian soit élu, il a eu une seule voix, sa voix. Les autres avaient préparé. Thomas n'était pas candidat, Blaine n'était pas candidat. Ils ont poussé devant Jean-Baptiste Ouédraogo, qui était avec eux, avec qui ils discutaient, qui était un médecin militaire. Il y a eu ballottage entre lui et le général Kimgo Garango. Ceux qui avaient des idées progressistes sont dit, si Kimgo Garango prend, nous sommes morts. Donc, ils voient les soldats, ils voient les officiers, les lieutenants, les capitaines. Vous savez très bien où nous voulons aller et vous savez donc alors qui vous devez voter. Et c'est ainsi que Jean-Baptiste Ouédraogo est devenu président presque par défaut. Fidel Toé, ancien directeur de cabinet de Thomas Sankara. Personnellement, il m'a dit non, il n'était pas l'auteur de pareils coups, mais des officiers aussi ou d'autres militaires sont venus le voir par la suite pour lui demander de bien vouloir entrer dans le gouvernement parce que eux, ils ont fait cela aussi pour eux et de voir une certaine dérive droitière qui se faisait. Et eux, ils ne se reconnaissaient plus dans l'action qu'ils avaient eu à faire. C'est comme ça qu'au niveau du CSP, les membres ont procédé à une élection d'un Premier ministre. Ce push tombe bien pour Thomas Sankara qui, depuis son limogeage du poste de secrétaire d'État et sa dégradation, vivait en quasi-résidence surveillée à Dédougou, effectuant juste quelques visites à Ouagadougou. Il est vrai qu'il a été contacté un peu plus tôt par quelques officiers qui, conscients de sa popularité au sein de l'armée, ont voulu qu'il participe à ce putsch, notamment le colonel Gabriel Sommet et le commandant Larnaca. Mais il a décliné l'offre
estimant que la situation n'était pas assez mûre, que le complot n'était pas suffisamment solide. Bien qu'il n'ait pas participé au putsch, le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo, celui qui devient le président un peu par défaut, comme le précisait à l'instant Jean-Marc Palme, nomme Thomas Sankara Premier ministre du CSP, le Conseil de salut du peuple. Un choix risqué lorsque l'on connaît sa popularité, son influence au sein de l'armée, mais aussi le capital confiance dont il jouit au plan national et son indépendance. Jean-Marc Palme, ancien ministre. Nous avons une classe politique extrêmement teigneuse, notamment les anciens. Le RDA, le PRA, ils n'étaient pas encore dissous. Et lorsqu'on a mis Jean-Baptiste devant, qui apparaissait comme un modéré, la classe politique ancienne a commencé à l'entreprendre. Et à un moment donné, pour garder l'option, elle a été obligée de nommer Thomas Premier ministre. C'est donc le grand retour de Thomas Sankara sur la scène politique. Pour beaucoup, cette nomination est accueillie, comme le dira la radio voltaïque, avec surprise et étonnement. L'Assemblée générale de la junte, baptisée CSP, Conseil de salut du peuple, convoquée en session extraordinaire sur proposition du commandant Lengani, son secrétaire général et ami de Sankara, a décidé de le nommer au poste de Premier ministre. Et dès le discours qu'il prononce lors de son investiture, il marque sa différence. Servir le peuple. Voilà l'étoile polaire de la politique du Conseil de salut du peuple. Fin de citation. Dans le même discours, il va prononcer 59 fois le mot peuple. Une démarcation claire vis-à-vis du commandant Jean-Baptiste Ouédraogo, le chef de l'État et président du CSP. Très rapidement, les frictions au sommet de l'État se multiplient. Ce bicéphalisme à la tête du pays ne peut durer. Surtout que le Premier ministre n'en fait qu'à sa tête. Et ses sorties sont sans concession. Il y a là comme une injustice que l'histoire a cautionnée, que l'histoire a marquée à Berlin il y a 100 ans. Loin de l'Afrique, mais contre l'Afrique. Combien véritablement connaissaient l'Afrique lorsque, autour d'une carte, mal faite d'ailleurs, ils décidaient de tracer les frontières, ignorant qu'ils séparaient des familles, des ethnies, des groupes sociaux. Berlin a consacré la barbarie de la colonisation et aussi le mépris, le dédain souverain que des hommes peuvent avoir contre d'autres hommes. En réalité, dans le gouvernement, la cohabitation devient de plus en plus explosive. On a d'un côté les officiers qui ont Jean-Baptiste Ouédraogo à la tête de l'État, qui rêvent de remettre le pouvoir à la vieille classe politique et de renvoyer les militaires dans leurs casernes. Et puis on a de l'autre Thomas Sankara et ses amis, le commandant Jean-Baptiste Lengani et les capitaines Blaise Compaoré et Henri Zongo, bien déterminés non seulement à en finir avec ce vieux schéma politique, mais aussi à installer durablement l'armée au pouvoir. L'équilibre entre les deux tendances va très vite se transformer en confrontation. Sankara, le rebelle, multiplie les actes et les symboles pour marquer sa différence, comme lorsqu'il revient de mission en Libye en février 1983 et reverse à l'État les indemnités qu'il avait reçues à son départ parce que les Libyens ont pris totalement en charge son séjour. Un signal fort qui naturellement suscite de vives réactions. Mais ce n'est qu'un détail puisque les capitaines premiers ministres, le PM, ou le peuple comme l'appellent amicalement les jeunes, a repris ces thèmes de prédilection qu'il martèle à chacun de ses discours. Justice sociale, intégrité, austérité, moralisation de la chose publique. Il milite ouvertement pour une démocratie directe, avec des mots qui laissent clairement imaginer son modèle de gouvernement, le socialisme. Il est obsédé par la nécessité d'assainir la chose publique. Dans toutes ses déclarations, il est question que de chasser de l'administration et de l'armée, je cite, les fonctionnaires et les militaires pourris. Il va pousser son engagement un peu plus loin en créant à la radio une émission, en direct avec le CSP, émission au cours de laquelle, tous les mardis soirs, les auditeurs peuvent interpeller personnellement les dirigeants, ministres, officiers et hauts fonctionnaires présents. Les vieux barons de la scène politique voltaïque sont ses cibles. Il va jusqu'à s'attaquer aux chefs religieux et coutumiers. Ainsi, il coupe l'approvisionnement en électricité du jeune Mogo Naba Baongo, qui vient de succéder à son père parce qu'ils n'ont pas payé leurs factures depuis des années. On ne sait plus qui est le chef de l'État, tant Thomas Sankara est omniprésent et décide de tout. Le président Jean-Baptiste Ouédraogo est obligé de le rappeler à l'ordre le 26 mars 1983 au cours d'un meeting. Il n'est pas question d'imposer une idéologie ou un modèle de société. Fin de citation. Et il faut dire que l'engagement et l'implication de Thomas Sankara ne se limitent pas aux questions de politique intérieure. Il est aussi engagé sur les débats internationaux. Les divergences vont s'accentuer, notamment avec les déclarations faites par Thomas Sankara en Libye, en Corée du Nord et à New Delhi, au sommet des non-alignés. Né en pleine guerre froide, le mouvement des non-alignés s'est voulu tout d'abord comme une force affirmant notre droit de pays et de peuple souverain à choisir librement et sans inféodation nos propres voies pour le progrès de nos peuples,
à choisir librement nos amis dans le monde sur la base de leur attitude concrète devant l'aspiration de nos peuples à la libération du joug colonial, néocolonial ou raciste, à l'indépendance, à la sécurité, à la paix et au progrès économique et social. Lui éviter la sclérose que l'impérialisme et le néocolonialisme affolés tentaient de lui imposer par les chantages économiques et politiques. Thomas Sankara n'en fait qu'à sa tête. Il faut dire qu'il n'a pour le président que très peu de considération. Il a du mal à le percevoir comme le patron. Lui qui, la veille du putsch qui va l'installer aux affaires, ne savait même pas tirer, précise-t-il en privé, racontant au passage comment il lui avait appris à ce moment-là comment tenir son pistolet. 30 avril 1983. De retour d'un voyage en Afrique de l'Ouest, le colonel Muammar Kadhafi effectue une escale à Ouagadougou. Une visite surprise organisée par le Premier ministre à l'insu du chef de l'État, Fidel Touré, son directeur de cabinet. Un personnage aussi justement atypique d'ailleurs, que Kadhafi qui demande avec son avion, qui dit lui va venir ici, il va atterrir là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Revenir du chef de l'État. Mais je pense que cela a dû être fait. Je pense que le chef de l'État dit qu'il a été pris de court, sûrement. Mais sinon, ça n'a pas été une affaire fomentée entre Kadhafi et Thomas Sankara. Quoi qu'il en soit, ce 30 avril 1983, pour Jean-Baptiste Ouédraogo, la coupe est pleine. Elle va déborder 15 jours plus tard lorsqu'ils organisent conjointement, le 15 mai 1983 à Bobo-Dioulasso, un meeting où Thomas Sankara, qui s'en prend durement à la vieille classe politique et au néocolonialisme, est ovationné par le public. Lorsqu'il prend la parole à son tour, c'est le silence. Une bonne partie de l'assistance se retire même. Ça en est trop pour le président, mais également pour quelques officiers qui n'en peuvent plus de cette diarchie et de cette chienlit à la tête de l'État, pour reprendre l'expression du général de Gaulle. Jean-Marc Palme, ancien ministre. Les autres prennent les devants, à l'insu et sans Jean-Baptiste. Le chef d'état-major, Yoran et compagnie, il estime que la récréation, l'aventure a assez duré, il faut mettre fin à la récréation. Le 17 mai au petit matin, la résidence de Thomas Sankara est encerclée par les blindés de son ancien condisciple de Madagascar, le capitaine Jean-Claude Kambouele. Jean-Marc Palme. Thomas appelle Jean-Baptiste en disant, Premier ministre, les chars ont cerné ma maison. Jean-Baptiste qui lui dit, les chars ont également cerné ma maison. C'est l'impasse à Ouagadougou ce 17 mai. Pendant quelques heures, on ne sait pas exactement qui contrôle et qui arrête qui. Jean-Baptiste Ouédraogo ne sait pas non plus s'il va être arrêté. Jean-Marc Palme. Finalement, il ne savait pas si on allait l'arrêter, si on n'allait pas l'arrêter. Et je crois que les instructions sont venues, disant, on le laisse continuer pour qu'il amène un processus normal. On arrête donc Thomas, le chef d'état-major, qui n'avait pas changé, Yorian, de sa propre initiative. Je suppose qu'il a dû se réunir, il a dû se voir avec d'autres officiers. Mais en tant que chef d'état-major, il a pris l'initiative. C'est lui qui était au devant. Et il y a certains jeunes officiers, par exemple, le commandant des chars, qui étaient avec l'aile gauche, mais qui ne comprenaient pas grand-chose du point de vue politique, que le chef d'état-major a manipulé sur la base ethnique. Ils étaient de la même ethnie. Et c'est ainsi que ces chars ont entouré ce Thomas et ce Jean-Baptiste. Finalement, on décide d'arrêter que l'aile gauche. Thomas est arrêté. Il est accusé de menacer l'unité nationale. Il est évidemment aussitôt exclu du Conseil du salut du peuple. Jean-Baptiste Lengani, son autre ami, est lui aussi arrêté. Henri Zongo s'est lui retranché dans le camp Guillaume Ouédraogo, en plein centre de Ouagadougou. Mais par peur d'embrasement et d'implication sous-régionale, par peur de voir intervenir l'armée ivoirienne et les forces des pays voisins en cas d'affrontement avec les armes livrées par la Libye, surtout que la veille, hasard de calendrier ou pression de Paris, Guy Pen, le conseiller du président français pour les affaires africaines, est arrivé à Ouagadougou et en est reparti en annonçant une aide spéciale de 21 milliards de francs CFA, perçue un peu par certains comme une récompense pour l'éviction du remuant Premier ministre. Thomas Sankara va donc lui envoyer un message dans lequel il lui conseille de se rendre sans résistance. Zongo se rend donc à son tour et est transféré au camp militaire de Waïgouya, aux confins nord-ouest du pays. Le seul qui n'a pas été pris et qui a réussi à s'échapper de la capitale est le capitaine Blaise Compaoré. Il rejoint les paracommandos de Pau, ceux qui lui sont fidèles. C'est de là qu'il va entrer en rébellion ouverte avec Ouagadougou. Il est plutôt bien soutenu dans cette région inexpugnable défendue par une unité d'élite totalement fidèle à ceux qui l'ont formé. Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Jean-Marc Palme. Il y a des organisations civiles qui, à partir du 17 mai, ont pris fait et cause pour Blaise, ou du moins les militaires de Pau, l'aile gauche de l'armée, qui représentaient ce qu'on dit dans notre jargon de l'époque, le progrès, l'anti-impérialisme. Et il y a beaucoup de syndicalistes, de militants de partis de gauche, qui sont retrouvés à Pau
pour se former militairement et prendre d'assaut la citadelle réactionnaire comme on l'appelait, qui était Ouagadougou. Cette résistance qui refuse toutes les propositions que lui fait le pouvoir qui n'a pas les moyens d'attaquer Pau va bénéficier d'une circonstance exceptionnelle. Les marxistes-léninistes de tous bords descendent dans les rues de Ouagadougou pour réclamer la libération de Thomas Sankara. Sous cette pression coordonnée, Jean-Baptiste Ouédraogo cède et ramène Thomas Sankara à Ouagadougou. Il est libre. En résidence surveillée certes, mais libre. Erreur du pouvoir puisque le capitaine n'a pas renoncé à son projet. Et de sa résidence, il coordonne tout, militaires et civils, prêts à reprendre le combat. La tension est à son comble dans le pays. Et chacun fait valoir son point de vue à travers différents organes politiques et syndicats. Jean-Marc Palme. Il y a eu ce qui était inédit en Afrique. Les anticommunistes ont circulé dans la rue ici avec des pancartes dénonçant le communisme. Et les pro-communistes ont défilé également avec des pancartes défendant le communisme. C'est inédit. « 1er août 1983. Tout d'un coup, Ouagadougou est aveugle et muette. Panne générale d'électricité et panne générale de téléphone. On met naturellement cet incident sur le compte des orages de cette période d'hivernage. Mais en réalité, il s'agit d'une répétition générale. Les choses s'accélèrent d'un coup le 3 août en fin de journée, lorsque le président Jean-Baptiste Ouédraogo convoque Thomas Sankara. Est-il au courant de ce qui se passe, de ce qui se prépare? Commandant Abdou Salam Kaboré. La nuit du 4 août, 4 août traditionnellement, le 5 août c'est l'indépendance de la Haute-Volta. Le 4 août, donc, il y a le discours du président. Et le 4 août, nous avions décidé de monter sur Ouagadougou le 4 août. Nous étions à Ouaga, Blaise était à Pau. À Ouaga, je me souviens, le 4 août, vers 19h, on était chez Sankara. Il n'était pas là, on était chez Sankara. Et on dévisait tant de choses. Sankara avait été appelé par le président de l'époque, Jean-Baptiste Ouédraogo, qui disait que maintenant il sait que Sankara a un groupe et qu'il demande à ce groupe de faire des propositions. Donc Sankara est revenu vers nous avec le message, donc chez lui, avec le message du président Jean-Baptiste Ouédraogo. Et pendant qu'on en parlait, on a entendu pam pam. Ah, on s'est dit, le type il est là. Donc c'est Blaise qui arrivait sur Ouagadougou comme prévu. Sankara va dépêcher un messager pour demander à Blaise Compaoré de surseoir, d'arrêter l'opération parce qu'un dialogue est ouvert avec Jean-Baptiste Ouédraogo, le président. Jean-Marc Palme. Blaise a dit non, nous sommes au port de Ouaga, on ne peut pas s'arrêter. L'opération est lancée. Il faut qu'on la termine. Commandant Abdou Salam Kaboré. Donc pas des chemins détournés, nous avons rejoint Blaise en rase campagne, nous sommes arrivés ensemble. Nous avons pris la radio ensemble, nous avons laissé Blaise Compaoré à la radio. Nous avons continué au domicile du président Ouédraogo Jean-Baptiste qui a eu la vie sauve. Parce que Thomas et moi, avec les soldats, nous sommes arrivés. On était en train de canarder sérieusement son domicile. C'est nous qui avons dit halte au feu. Nous avons dit au président, ne craignez rien, vous êtes libre, etc. Tard cette nuit, alors que règne encore une certaine confusion et que la population, devant le bruit des armes, est malgré tout descendue en masse dans la rue, on ne sait pas encore qui sera le nouvel homme fort du pays. Ouagadougou est encore une fois muette et aveugle, puisqu'encore une fois, les communications et l'électricité ont été coupées. C'est donc dans une grande confusion que les Ouagalais vont se coucher en cette veille de la fête de l'indépendance. Ils savent qu'ils vivent là un autre putsch, le 3e en 3 ans. Mais que va apporter celui-ci? Qui sont les auteurs réels? Que propose-t-il de neuf? Ils n'imaginent certainement pas à ce moment-là le bouleversement que cet énième coup d'État va provoquer dans leur vie. La Haute-Volta va entrer dans ce que l'on va appeler la révolution. L'ère des capitaines a sonné comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal dans la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara. Rendez-vous donc dans une dizaine de minutes. Dans cette seconde partie, naturellement, vous pourrez participer au jeu Archives d'Afrique qui vous permet chaque semaine de gagner un coffret Les leaders africains des indépendances, volume 2. À très vite.